La peinture à l'épreuve du réel, avant-garde et réalistes confrontés à la photographie. Donc c'est la deuxième partie d'une conférence sur la relation entre peinture et photographie au XIXe siècle. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est à partir du moment où l'art ne ferait pas mieux que la photographie, quel est donc le rôle de l'art et en particulier de la peinture? Un paradigme s'est imposé depuis la Renaissance. La peinture, de nature bidimensionnelle, doit faire concurrence à notre réalité tridimensionnelle et la représenter fictivement, ce qu'on appelle l'illusionnisme pictural. Or, que va devenir cet art le jour où on a un clic, voire on a un 6/1000 de seconde, qui est à peu près la vitesse à la fin du XIXe siècle? Il est possible de créer cet illusionnisme tridimensionnel sur une surface plane qui est le papier photographique. Ce sera le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Nous allons voir la situation, quelle est la situation, l'état des lieux à la fin du XIXe siècle, et nous verrons ensuite quelle est la réaction de l'avant-garde à cette situation. On va regarder quelques textes. Le premier d'entre eux, de François Jourdain, est publié en 1949. 1949, c'est l'abstraction en France et c'est l'expressionnisme abstrait chez les Américains. Donc a priori, l'art du XIXe siècle réaliste n'est pas exactement au sommet des faveurs. L'art officiel de Jules Grévy à Albert Lebrun en est le titre, c'est-à-dire l'art officiel de la Troisième République. Et le titre initial était 20 ans de grand art ou la leçon de la niaiserie. Donc on parle d'art niais, sot, stupide, bizarré. Ce seront les termes que l'on pourra relever aujourd'hui. Et voici une des planches qu'il représente. Vous avez en haut une représentation de Clovis, vous avez ensuite une extatique du XVIIIe siècle et le troisième tableau ici est une représentation de Philippe II. Si nous faisions un gros plan coloré sur ces photos en noir et blanc du livre, vous auriez un aspect photographique, l'art du détail pour Clovis, pour Philippe II et pour l'extatique du XVIIIe siècle. Cette niaiserie est donc manifestement liée à la photographie, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Revenons au texte. Le Studio, qui est un magazine anglais, publie en 1893 un texte, je traduis directement, l'appareil photo, la caméra, est-elle une amie ou un ennemi de la peinture et de l'art? En d'autres termes, est-il préjudiciable ou est-il bénéfique à la peinture? Ils vont exposer leur développement en 3 temps, je m'arrêterai aux 2 premiers. La photographie n'a-t-elle pas influencé le goût du public en peinture? Et deuxième question qu'ils posent, est-ce que la peinture n'a pas été modifiée par cette photographie? Et pour répondre à la question, je commencerai par un texte de Baudelaire, fondamental, qui écrit ce texte en 1859, c'est sa revue de salon de 59, Le public moderne et la photographie. Il commence à reprocher au public de ne plus aimer le beau, mais le vrai. Notre public ne cherche que le vrai. Dans ces jours déplorables, vous voyez, ce qu'on appellerait le bashing français existait déjà au XIXe siècle. Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à confirmer cette sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester divin dans l'esprit français. En matière de peinture et de statuaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, est celui-ci. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Crois que l'art et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu, la photographie. Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude et Daguerre fut son messie. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, l'ami Baudelaire? Il est en train de dire qu'aujourd'hui, le seul goût valable, la seule référence valable, c'est la vérité et c'est la vérité photographique. Donc, effectivement, le public va rechercher cette image photographique à travers la peinture.
Un dernier texte. On a beaucoup médit de la photographie, Baudelaire en premier lieu. On l'a surtout beaucoup calomnié. Celui qui examine avec soin les expositions artistiques depuis un certain nombre d'années doit reconnaître les progrès incontestables que lui doivent les arts du dessin et comment la photographie est le meilleur maître de dessin qu'on ait jamais eu. Il est en train donc de nous expliquer que grâce à la photographie, on a trouvé un maître qui permet de guider la photographie. C'est un nouveau canon, un nouveau étalonnage. Il continue à propos du public. Maître de dessin, non pas seulement pour ceux qui font des dessins ou de la peinture, mais encore pour ceux qui les regardent. À force donc de regarder des photographies, l'œil s'aiguise et on ne supportera plus les déformités d'antan. L'habitude de voir à chaque instant et partout la forme correctement fixée et immobilisée sur le papier donne à l'œil du peintre, comme à celui du public, une exigence qu'il n'avait pas jadis. On ne saurait plus admettre sans protester ni les plis incorrects, ni les emmanchements infirmes, ni les proportions fausses. Donc, la photographie oblige le peintre à mieux dessiner, mieux travailler, parce que l'œil du public s'est habitué à un niveau d'illusion meilleur que jamais. Et s'il était donné de rapprocher l'ensemble d'une exposition faite en 1835, d'une des dernières que nous venons de voir, on serait frappé de la supériorité éclatante atteinte par la moyenne des objets d'art exposés de nos jours. C'est évidemment à la photographie que ces progrès sont dus. Donc vous voyez que les avis sont partagés, certains vont le défendre et d'autres l'attaqueront comme Baudelaire et on arrivera donc à ces conclusions sur la niaiserie qui est le point de vue du XIXe siècle. Nous allons maintenant regarder quelques-uns de ces tableaux. Si vous les cherchez, vous allez les trouver. Quelques-uns sont à Orsay, dans quelques musées perdus aux quatre coins de la France, parce que ce sont surtout des tableaux présents quand ils ne sont pas rangés dans les collections des musées de province. Voici Jan van Beers. Vous pourrez remarquer le détail des veines, le détail et les creux du visage. Si la bouche était un peu plus en hauteur, je suppose qu'on aurait eu droit au détail de la glotte. Voici un exemple de ce qu'on appelle la peinture de salon fin 19e. Elle était très appréciée, il avait de nombreuses commandes. Le voici avec Alice Antoinette de la Mars à 5 ans. Il multiplie les commandes de la haute société en particulier. Regardez ces chiens, vous en verrez un certain nombre de lévriers aujourd'hui, pris sur le vif, la petite robe dans tous ses détails. On reconnaît le faciès de la petite fille, au point que Jan van Beers sera accusé de peindre directement sur photographie. C'est vrai que quand il présente Lily ou la sirène, 10 par 15, il n'a a priori même pas fait l'effort de procéder à un agrandissement photographique, il va être accusé de travailler directement sur photographie. Quelqu'un grattera, il ne trouvera pas la photo dessous. Mais quand même, les soupçons sont là. Pas simplement sur lui, c'est la génération qui est directement concernée. Quand on voit ce Mortimer Menpes, Moore, dans son livre fin 19e siècle, l'accusera lui aussi de travailler à partir de photographie. Il se trouve que Menpes s'est rendu entre autres au Japon où il a fait des aquarelles. Celle-ci a-t-elle été peinte au Japon sur le motif ou d'après des photos achetées au Japon, d'après des photos qu'il aurait faites au Japon et ensuite peintes sur place? Il répond à une demande de marché à ce public qui est friand de ce type de détails et de nouvelles peintures. Auguste Clésinger, vous allez me dire, on ne peut pas parler de photographie quand il s'agit de statues. Certes. Arrêtons-nous pourtant un instant dessus. Cette statue de nymphe est présentée au Salon en 1847. Elle nous représente une nymphe renversée sur un lit de rose, tordue ou contorsionnée par des spasmes liés à la douleur, au venin d'un serpent. Serpent que vous apercevez à peine, il est réduit à la taille d'un ver de terre ou presque, autour du poignet. Ne s'agirait-il plutôt d'une femme qui succombe non pas au spasme de douleur, mais au spasme de plaisir, bien sûr? Alfred Mosselmann était le commanditaire de cette œuvre. Il était très amoureux de sa maîtresse, une certaine Apollinie Sabatier, dont il appréciait les formes.
au point qu'il accepta de ne pas mouler son visage, mais le reste du corps lui est moulé. Adieu les formes abstraites, les absences de taches, de pilosité. Vous avez ici un corps dans toute sa splendeur, une poitrine généreuse et offerte, la douceur des plis adipeux et jusqu'au détail de la peau d'orange que vous avez ici sur la haute cuisse, voire la cellulite. Et effectivement, un journal aussi sérieux que la Revue des Deux Mondes ne s'y laissa pas prendre. Le titre et le serpent sont des concessions faites au jury. De qui se moque-t-on? Cette femme ne souffre pas, elle jouit. Effectivement, on sent le subterfuge, mais le vrai subterfuge n'est pas autant dans le titre et le sujet qu'il est dans l'hyper-réalité de ce corps. Le moulage est à la sculpture ce que la photographie est à la peinture. On apprécie les formes, on apprécie beaucoup moins le trucage. On va continuer avec un certain nombre de photographies. Regardez, voici Bélanger, grand succès à l'époque. C'est une peinture que je vous présente en noir et blanc. Je crains que l'original ait disparu. Et pourtant, elle est très reproduite puisque vous pouvez l'obtenir aujourd'hui en reproduction sur des coussins de salon et sur des mugs ou des tasses. L'intérêt pour moi de vous présenter cette scène, une fin à l'école pratique, bien que le sujet ne soit guère joyeux pour une décoration, je le reconnais, il ne faut pas regarder cette photographie en noir et blanc d'un tableau peint en couleur. On a du mal à savoir finalement s'il s'agit au départ d'une photographie avec une définition qui n'est pas parfaite, mais il suffit d'utiliser non pas des plaques de verre, mais des calotypes, des négatifs en papier ciré ou huilé pour obtenir ce grain. Et puis, un autre auteur un autre peintre qui a beaucoup de succès à l'époque est Albert Oblet, Vierge et enfant arabe. Je crains pourtant qu'il ait pris comme modèle un blondinet au coin d'une rue parisienne. La jeune femme n'a pas des traits très typés. L'orientalisme a disparu au profit d'une photographie locale orientalisée par le sujet. Et pourtant, il fait partie de ceux qui sont les plus appréciés. On va voir son curriculum, il est extraordinaire. Élève de Gérôme, mention honorable en 79, médaille de 3e classe en 80, médaille d'or en 89, Légion d'honneur en 90. Le tapis rouge de la 3e République est déroulé pour ce genre de maître qui sera critiqué comme étant une peinterie niaise au milieu du XXe siècle. En voici un autre, Jean-Eugène Bulan, son curriculum à nouveau, élève de Cabanel, prix de Rome par-dessus le marché, mention honorable en 79, médaille de 3e classe en 84, médaille de 2e classe en 89, médaille d'argent en 89, apparemment c'est l'autre qui avait obtenu la médaille d'or, et donc Légion d'honneur 4 ans après, en 94. Voici ce qu'on appelle une académie. A-t-il travaillé à partir d'une sculpture grecque? C'est peu probable. Il a travaillé peut-être à partir d'un modèle. C'est un prix de Rome. Il est particulièrement doué dans le dessin de nu, qui est le critère premier pour juger de la qualité d'un artiste académique. Or, quand on compare avec ces photographies, celles que nous avons étudiées ensemble quand nous avons fait Anarchie sexuelle, on sait que ces corps moyennement musclés, ces culturistes de la fin du XIXe siècle, servaient de modèle aux artistes. Mais ils pouvaient être des modèles vivants, mais leurs photos se vendaient et on sait qu'ils augmentaient leurs muscles en utilisant une cendre rouge que vous retrouvez comme par hasard ici. A-t-il travaillé sur le nu, sur le modèle vivant? A-t-il travaillé sur photographie? Je ne sais pas, mais cette génération travaillait sur photo. Or, ce type de photo circulait en grand nombre. Propagande boulangiste. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a beaucoup du photomontage là aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé à partir d'une photo qui était elle-même un photomontage, mais qu'il a sûrement travaillé à partir de plusieurs photos. Regardez, cette tête semble trop grande, elle ne s'intègre pas bien les unes de les autres, il y a un effet de décalcomanie sur cette toile. Ensuite, vous avez des effets de halo. Regardez le bras avec ce film lumineux
le long donc du bras de cet homme, le halo lumineux autour de la jeune fille blonde et le halo lumineux autour de cet homme âgé assis. Le halo lumineux est un des défauts que dénonce d'ailleurs Ruskin de la photographie sur plaque de verre. Ne le retrouve-t-on pas ici? Et pourtant donc notre homme, notre Bulan, recevait de nombreuses commandes d'État pour le musée du Luxembourg, pour les musées de province, était illustrateur de Figaro et était un homme à grand succès et respecté. En voici un autre, le déjeuner des laveuses. Sincèrement, on a plus que jamais l'impression d'avoir une coloration de photographie. C'est peut-être la raison pour laquelle, effectivement, ces peintures, passées la fin du 19e, ont perdu leur aura de grande peinture parce qu'il s'agissait dans la plupart des cas de reproduction ou d'agrandissement photographique sur toile qui ensuite étaient mises en couleur. Et je m'arrêterai sur celle-ci de Bulan, le lendemain de la nuit de noces. Alors là, vous avez tous les détails croquignonesques de la peinture de genre avec cette jeune fille avec le drageoir dans la main, les drageoirs symboles de fidélité, de fécondité, de bonheur dans le couple, etc. Et j'aimerais vous lire à propos de ce tableau une critique qui n'est pas faite de ce tableau, mais qui est faite de Meissonnier, mais qui, à mon avis, correspond parfaitement. Une critique de Louis de Geoffroy. Désordre à propos d'un cabinet de Meissonnier. L'occasion de disposer avec goût ces 1000 petits riens et ces détails d'ameublement qui font le charme du home. La peinture se fait industrie et à force de se rétrécir en des mièvreries microscopiques, elle descend à l'ornementation des porcelaines et des couvercles de tabatière. Et c'est vrai que le jeu était très tentant pour moi. Les voilà, regardez, on les trouve encore aujourd'hui chez nos antiquaires. Je vous ai mis une photo d'un globe de mariée à vendre aujourd'hui et puis la photo d'une horloge sous globe vendue chez les antiquaires aujourd'hui. On a tous les détails du home. On est dans ce détail photographique, microscopique, condamné par Geoffroy. Et Meissonnier, lui, s'excusait. Il s'excuse devant Burti en disant « Je peins comme tout le monde, seulement je regarde toujours. Lorsque je peins le pied d'un fauteuil, je me lève et je vais regarder de près la forme précise. Savoir regarder, c'est tout. » J'ai quand même envie de dire savoir regarder la photographie. Il peint effectivement comme tout le monde, mais le détail est souvent d'ordre photographique. Continuons donc avec les grands Guillaume et les autres. J'aurais pu mettre des bons vins. Vous avez le boulevard des Italiens qui, s'il est mis en noir et blanc et comparé sur la gauche au boulevard des Italiens sur un tirage photographique, vous voyez à quel point le niveau des détails, le niveau tonal, le niveau donc des graduations tonales et les perspectives sont similaires. William Loxdale. William Loxdale est un auteur, un peintre anglais qui avait un grand succès. D'ailleurs, son tableau de la place Saint-Marc de 1883 fut élu le meilleur tableau de l'année. Il expose à la Royal Academy, il expose à la New Gallery, à Grosvenor Gallery, c'est-à-dire dans tous les grands lieux d'exposition de peinture au 19e. Et lui, en général, ne se cache même pas de son travail, non pas d'après nature, mais d'après photographie. Si je vous le mets en noir et blanc, là encore, il n'est pas si facile de distinguer le même lieu pris en photo de cette peinture en noir et blanc. Regardez maintenant sa peinture du Royal Exchange. Si je le compare à une photographie du Royal Exchange, eh bien, regardez le fronton, concentrez-vous dessus, c'est exactement les mêmes détails que nous voyons sur l'un et sur l'autre. Mais il avait le mérite de ne pas s'en cacher. On continue. Dagnan Bouvray qui horrifiait Gauguin parce que Dagnan Bouvray peignait en Bretagne des tableaux qui se fendaient très bien et qui récoltaient les médailles, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Gauguin. Le voici en train de peindre le photographe, une noce chez le photographe. Sincèrement, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une autre caméra un petit peu plus derrière qui lui servira de base de travail. On pourrait alors jouer au jeu des 7 erreurs. Si je vous le passe en noir et blanc, concentrez-vous, regardez sur la partie à droite, la fumée, cette façon de voir la fumée figée dans l'instantanéité du moment ressemble curieusement à une prise, à un cliché instantané de fumée. Retournons chez les Anglais un instant. Les Anglais, pas tout à fait, puisque Laurence Alma Tadema est né hollandais, mais il deviendra Sir
Lawrence Alma-Tadema, donc totalement assimilé à la machine victorienne de la grande peinture fin 19e. Il produit au début de sa carrière cette sortie d'église au XVe siècle en 1864. J'aimerais que vous vous concentriez sur les 2/3 supérieurs de ce tableau, c'est-à-dire sur la reproduction d'architecture du portail. Ruskin, que nous avons vu l'autre fois, encourageait ses étudiants à travailler sur photographie, et lui-même l'avait fait avec le portail d'Abbeville, à partir duquel il faisait ses aquarelles. J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'a fait Alma-Tadema ici, et pourtant Ruskin le traitera de plus mauvais peintre du XIXe siècle. Apparemment, les leçons de Ruskin n'étaient pas aussi simples à comprendre. Qu'en est-il de ses préparations pour les festivités? Nous sommes en 66, il s'est marié en 63 ou 64 et il va se rendre entre autres à Pompéi, c'est le voyage en Italie, et de là il va se passionner pour Pompéi. Je vous ai déjà dit qu'il allait construire sa maison, une espèce de villa-palais pompéienne à Londres, grâce en particulier aux photographies qu'il ramène d'Italie et qui lui permet ce détail archéologique. Regardez cette sorte de sarcophage ici, est influencé par les détails photographiques archéologiques, plus exactement qu'il conserve grâce au médium de la photographie. Quant au cheval qui se trouve derrière le personnage de gauche, il est repris au bronze du cheval d'Herculanum. Donc, lorsqu'on veut faire des peintures exactes au siècle positiviste qui représentent des scènes antiques, on est finalement obligé de se tourner vers la photographie sans utiliser nécessairement un calque ou un agrandissement, parce que le public a besoin, pour croire à votre image, pour croire à votre illusion, il a besoin de retrouver des formes qu'il retrouve dans les musées et dans les départements archéologiques. Alors la question se pose, Gustav Klimt, je n'ai pas de réponse, je ne crois pas que les historiens détiennent une seule photo qu'on aurait retrouvée dans les ateliers de Klimt. Ont-elles été détruites, ce qui était souvent le cas, ou simplement a-t-il acquis une maîtrise extraordinaire du pinceau qui lui permet une représentation photographique des portraits et des hommes et des femmes dont il était le peintre préféré à Vienne autour de 1900. Par contre, il y a des réactions intéressantes. Vous avez Walter Sickert à la fin du XIXe siècle qui sait parfaitement que la plupart des peintres travaillent à partir de photographies, pourquoi s'en priver, qui propose la chose suivante: il faut juste être transparent, il faut juste écrire dans les catalogues d'exposition d'après nature ou d'après photographie. Il y a une petite anecdote que je vais vous raconter. Lors d'une exposition de peinture de femmes à la Royal Academy à la fin du 19e, un magazine propose dans son courrier des lecteurs ou l'équivalent à ce que les jeunes femmes leur envoient les croquis. Et aux surprises et consternations, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Des photographies. Donc ces jeunes femmes qui n'étaient pas des peintres professionnels n'ont pas eu honte d'envoyer les photographies. Par contre, les autres, eux, étaient suffisamment honteux pour cacher la supercherie.